On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont déjà passé le bac de maths 2025. On attaque la correction du sujet Amérique du Nord tombé le jour 1. Et j'attaque avec l'exercice 1, je vous laisse mettre pause pour bien lire l'énoncé et les données, et on va faire la partie A. Donc question 1, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant la situation de l'énoncé. L'arbre est ici. Si vous êtes bien concentré, toutes les données sont ici, donc ça c'est ce qui apparaît sur les premières branches, et vous avez les autres données dans les cas où on est dans A, B ou C qui apparaissent ici. Et donc ça nous donne cet arbre de probabilité. Check. Question 2, démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. D'après l'arbre de probabilité qu'on a, passer par B et être stable, c'est le produit de ça par ça. Autrement dit, la probabilité de B multipliée par la probabilité de S sachant B, ce que j'ai exprimé ici, et ça me fait donc 0,8 fois 0,15, ce qui me fait bien 0,12. Check. Question 3, calculer la probabilité P de C inter S bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Même raisonnement en utilisant l'arbre, je vais donc à C et puis je pars à S bar, donc j'ai le produit 0,15 fois 0,6 et donc ça me donne 0,09. Ce qui signifie en termes de pourcentage que 9% des utilisateurs vont transiter par le serveur C et avoir une connexion instable. Check. Question 4, démontrer que la probabilité de l'événement S et P de S est égale 0,855. Les événements ABC forment une partition de l'univers ou un système complet d'événements, donc d'après la formule des probas totales, j'ai que la probabilité de S c'est la probabilité de S inter A plus la probabilité de S inter B plus la probabilité de S inter C, et donc j'ai ces probabilités-là en appliquant la même relation que ici à l'aide de mon arbre de probabilité, donc ça fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, ce qui revient à la somme de tous les chemins menant à S, ce qui me fait donc ce calcul-là, et ce qui me donne finalement 0,855, check. Question 5, on suppose désormais que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. On va donner un arrondi au millième. Et bien là, on va utiliser la formule de Bayes. Alors attention, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas stricto sensu au programme de terminal, mais c'est la manip. Donc on a que P de B sachant S, puisqu'on est dans le contexte où on suppose que c'est stable, est égal à P de B inter S sur P de S. Et donc d'après la question 2, ça c'est ce produit. En fait, je l'ai calculé ici, c'est 0,12. Et donc j'ai 0,12 sur 0,855 d'après la question 4. Et en arrondi, ça me donne 0,140. Check pour ça. Je te laisse regarder les réponses et comme tu le vois, la suite arrive bientôt. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Bisous. On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont dû utiliser bien aimé Chebyshev aujourd'hui. Oui. On attaque la correction de la partie B de l'exercice 1 du sujet 2025 tombé en Amérique du Nord jour 1. Pour la partie A, check dans la description ou sur mon profil. Et donc je commence avec la question 1. Je te laisse bien lire l'énoncé et petit a, on admet que x suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Alors là c'est tranquille, vu qu'on fait 50 répétitions, les deux paramètres 50, 0, 145, ça c'est la probabilité de succès. Ici il n'y avait pas besoin de justifier, mais si jamais on vous demande de justifier, pour rappel, voici un modèle que j'avais mis, donc vous l'adaptez simplement ici avec les données de l'énoncé. Question 1b, donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables, on arrondit au millième. Au plus 8 instable, ça veut dire qu'on est inférieur ou égal à 8, et donc en le faisant à la calculatrice, j'obtiens environ ceci, arrondi au millième. Check. Question 2, je te laisse mettre pause pour lire l'énoncé, et moi je fais le petit a, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Et bien du coup Pn va être égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on en veut au moins une instable, et on rappelle que c'est le succès de l'expérience de Bernoulli associée, être instable. Et ça, en passant au complémentaire, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, puisque le contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est simplement être égal à 0 pour une variable binomiale. Et ça vaut tout simplement ceci. Check. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Je vais donc résoudre l'inéquation Pn supérieure ou égale à 0,99 et donc j'écris l'expression de Pn, je fais passer le 0,99 côté gauche et le moins 0,855 puissance n côté droit. Donc lui prend un moins et lui perd son moins. Ici ça fait 0,01 et ensuite j'applique le logarithme pour faire descendre la puissance n ici. Donc j'ai le logarithme népérien de 0,01 supérieur ou égal à ceci par propriété du logarithme, et je divise par le logarithme népérien de 0,855, et attention, je ne me fais pas avoir, ceci, c'est un nombre négatif, car 0,855 est strictement inférieur à 1. Et donc l'inégalité est dans l'autre sens, et j'ai que n est supérieur ou égal à ce truc, qui vaut environ 29,39, et donc la plus petite valeur de n supérieure à ceci, c'est n égale 30. Check.
Question 3, je te laisse lire, et petit a, on nous demande l'espérance de E de Fn. Vu que Fn c'est tout simplement xn sur n, on a que cette espérance c'est 1 sur n, espérance de xn par linéarité de l'espérance. Or l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale c'est n fois p, donc divisé par n, ça fait bien 0,145. Check. On admet que la variance vaut ceci, et on nous demande de vérifier en petit b que cette probabilité est inférieure ou égale à 12,5 sur n. Bien le voici, tonton bien-aimé. On va appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev à la variable aléatoire Fn. Et comme par magie, ici, on a l'espérance de Fn. Et donc la proba que la valeur absolue de Fn moins son espérance soit supérieure à 0,1, qui est bien strictement positif, c'est la variance de Fn divisé par 0,1 carré, ce qui me fait ceci, d'après l'énoncé sur n, divisé par 0,1 carré, qui fait ceci, et ceci, c'est majoré par 12,5, et donc tout ça par 12,5 sur n. Check. Maintenant, pour répondre à la question du commentaire à laquelle j'ai déjà répondu en vidéo, regarde dans la description sur mon profil. On peut aussi utiliser l'inégalité de concentration, mais il faut bien faire attention sur qui on l'utilise. On ne peut pas l'utiliser directement sur Fn. Comme le montre cet énoncé de cours que j'ai pris sur lycée adulte, il me faut un échantillon de variables aléatoires, et donc Mn c'est la moyenne empirique de cet échantillon. Donc vu que Fn c'est xn sur n et que xn c'est une loi binomiale, xn est une somme de variables aléatoires suivant une loi Bernoulli, donc indépendante et de même paramètre. Et donc Fn est tout simplement la moyenne empirique d'un échantillon de variables suivant une loi de Bernoulli, de paramètres d'ailleurs 0,145. Et donc ici on a bien Mn, ici on a bien l'espérance de chacun des Bernoulli, qui est donc 0,145 la proba associée. On met le 0,1 ici, 0,1 carré, on a le n, et on a la variance de Bernoulli. Ici on calcule, nous donne bien ce qui est indiqué dans l'énoncé. Donc oui, ça marchait aussi, même si c'était plus relou, parce que du coup, il fallait définir les variables aléatoires qui formaient ton échantillon. Bref, question C, on a un responsable qui étudie un échantillon de 1000 connexions et qui constate que pour cet échantillon, F1000 est égal à 0,3, il soupçonne un dysfonctionnement, a-t-il raison? D'après ce qu'on a vu avant, la probabilité que F1000 moins 0,145 en valeur absolue soit plus grande que 0,1, cette proba-là est plus petite que ceci, qui vaut 0,0125. Donc tomber sur un échantillon qui est écarté de cette valeur-là de plus de 0,1, c'est très improbable. Et là, si on fait la différence, on a 0,3, donc la valeur pour l'échantillon en question, moins 0,145 qui vaut 0,155, qui est supérieur à 0,1. Ça signifie que cet échantillon-là, c'est un échantillon qui est très improbable d'avoir trouvé d'après l'inégalité de Bt qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc soit le gars a vraiment pas eu de chance, soit effectivement il y a quelque chose de suspect, on peut dire qu'il a raison. Check pour ça. Je te laisse regarder toutes les réponses et poser tes questions en commentaire. N'hésite pas si jamais tu en as. Bisous. La suite ou les suites? On corrige tout de suite l'exercice sur les suites pour le bac de maths 2025 tombé en Amérique du Nord, jour 1. Je te laisse checker l'énoncé et j'attaque avec la question 1, calculer le terme U1. Check pour U1, abusez pas les potos. Question 2, on a défini AN et on demande de calculer A0 et A1. Check et check. Question 2b, démontrer que pour tout entier naturel n, an plus 1 est égal 3n moins 1. Soit donc n un entier naturel quelconque. An plus 1 est égal un plus 1 sur un plus 1 moins 1, par définition de an. Or, un vérifie cette relation de récurrence, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à 2un plus 1 sur un plus 2. Je remplace donc ici, et au dénominateur, je mets au même dénominateur, donc j'ai moins 1, je multiplie en haut et en bas par un plus 2, le 1, ce qui me fait moins un moins 2, je ne me fais pas avoir, je distribue le moins, sur un plus 2, je mets sur la même fraction, je simplifie ici, et donc j'ai un moins 1, 2un moins un, 1 moins 2, moins 1, et cette fraction est divisée par celle-ci, donc la fraction du haut est multipliée par l'inverse de celle-ci. J'ai un un plus 2 qui passe en haut et un un moins 1 en bas, et les un plus 2 se simplifient pour laisser place à cette expression. Ici, comme je veux du 3an-1, ce que je peux faire, c'est calculer d'autre part 3an-1, et puis voir que c'est égal à ce que j'avais trouvé en mettant au même dénominateur. Et moi, je l'ai fait directement en anticipant du coup l'expression, donc je rajoute un et je retranche un, ça fait plus 0, donc effectivement ça marche. Et je me retrouve ici donc avec un 3un et un moins un moins 1, puisqu'ici j'ai 1 moins un. Ici je factorise par moins, j'ai un moins devant un moins 1, donc ce qui est bien ceci. Le tout sur un moins 1, j'ai séparé les fractions. Simplification de celle-ci, ça me fait 1, et ça me fait 3 un sur un moins 1, ce qui est bien an, et donc j'ai bien ceci. Check. Question 2c, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, an est supérieur ou égal à 3n moins 1. Je fais la rédaction de la récurrence à l'arrache, mais si tu veux la rédaction détaillée, va checker sur mon profil.
Donc j'initialise à 1, pardon, je m'étais gouré, j'avais initialisé à 0. A1, ça vaut 5, qui est bien supérieur à 3 fois 1 moins 1, qui vaut 2. La propriété est initialisée pour n égale 1. Hérédité, soit n un entier naturel tel que an soit supérieur à 3n moins 1. Montrons que n plus 1 est supérieur à 3, facteur de n plus 1 moins 1, autrement dit 3n plus 3 moins 1, 3n moins plus 2, pardon. Par hypothèse de récurrence, j'ai que an est supérieur ou égal à 3n moins 1. Je multiplie l'inégalité par 3 et j'ai que 3an est supérieur ou égal à 3 fois ça. En distribuant, j'ai 9n moins 3. Et je retranche 1 pour avoir ceci. Or, je constate que 9n moins 4 est supérieur ou égal à 3n plus 2, car 6n est supérieur à 6. Et si je rajoute 3n des deux côtés, j'obtiens bien 9n supérieur ou égal à 3n plus 6. Et je retranche 4 et je retrouve cette inégalité. Les deux sont bien équivalentes quand n, bien sûr, est supérieur ou égal à 1. Et donc je reviens ici, cette expression c'est an plus 1 qui est plus grand que 9n moins 4 qui lui-même est plus grand que 3n plus 2 qui est égal à 3n plus 1 moins 1. Check pour l'hérédité. Check pour l'initialisation, check pour l'hérédité. On fait la belle rédaction de conclusion pour dire qu'on a montré par récurrence que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. En vrai, elle est vraie à partir de 0, mais l'hérédité se montre facilement à partir de 1. Donc là, on a montré qu'elle est héréditaire à partir de 1. 2D, on déduire la limite de la suite AN. Après le théorème de comparaison des limites, on a que la limite de AN est égale à plus l'infini, puisque la limite de 3n moins 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini par addition et produit. N tend vers plus l'infini, fois 3 positif plus l'infini, moins 1, tout ça, ça fait bien plus l'infini. Et comme n est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini, le théorème de comparaison nous permet de conclure. Check pour ça. 3a démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à n sur an moins 1. Soit n un entier naturel quelconque, an est égal à un sur un-1. Je multiplie de part et d'autre par un-1 et j'obtiens un-1 fois an, donc j'ai multiplié ici, est égal à ceci fois un-1, donc j'ai simplification et j'ai bien un tout seul. Je distribue le an ici et donc j'ai un fois an moins an est égal à un, et je retranche un de chaque côté et j'ajoute an de chaque côté, donc ce ici se retrouve ici en positif et celui-ci ici en négatif. Et je factorise ici par un, ce qui me fait un facteur de an-1 est égal à an, et je divise par an-1. An est différent de 1, car c'est supérieur à 3n-1 qui lui-même est supérieur à 1 strictement. Et donc j'obtiens bien que un est égal à an divisé par an-1. Check. En déduire la limite de la suite un. Eh bien j'ai, d'après ce que je viens de démontrer à la question précédente, que un est égal à an sur an-1, et je vais donc factoriser en bas par an, parce que je vais reproduire la même idée que pour les quotients de polynômes en factorisant par le terme de plus haut degré. Donc ici, il n'y a pas de notion de degré, mais je factorise par le plus fort, entre guillemets. Et donc j'ai an en facteur ici, qui va simplifier avec ce an-là, et donc je me retrouve avec 1 sur 1 moins 1 sur an. Or, je sais que la limite de 1 sur an, c'est 0. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a fait avant, la limite de an, c'est plus l'infini, et donc par quotient, j'ai que cette limite-là donc est bien 0. Et je peux conclure que par quotient et addition, la limite de un est égale à 1. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur 0, et donc là j'ai 1, donc j'ai 1 en bas, et par quotient 1 sur 1, 1. Check pour ça. Question 4, on introduit l'algorithme Python suivant, et on admet que n est décroissante à interpréter les valeurs de n et u renvoyées par l'appel de la fonction algop dans le contexte de l'exercice. Eh bien tout simplement, ça va nous renvoyer la plus petite valeur de n pour laquelle un est inférieur ou égal à 1 plus p. Pourquoi? Parce qu'on démarre avec le premier terme 2, qui correspond en fait à u0 dans l'énoncé, n égale à 0, et tant qu'on est strictement plus grand que p, en fait on va incrémenter en transformant u en l'expression du terme suivant. Donc là je commençais à 2, je vais prendre la valeur suivante, et n prend n plus 1. Et je recommence ceci tant qu'on est plus grand que p. Donc on va faire ça, on va recommencer, et donc u va prendre la valeur de un plus 1 à chaque fois, et n la valeur de n plus 1. Et on continue jusqu'à un moment où la condition ne sera plus vérifiée et on passera en dessous de P, puisque la différence entre les deux va tendre vers 0 vu que U tend vers 1. Et donc on va retourner N et U, c'est-à-dire la première valeur de N pour laquelle U-1 est inférieur ou égal à P et le terme U correspondant. Donc check pour ça. Et enfin, donner sur justifié la valeur de n pour p est égal 0,001. À la calculatrice, j'obtiens que n égale 6 et que la valeur de u c'est u6 avec u6 qui est environ égal à ceci. Et on précise que u5 ça vaut environ ça. Et on a bien que u6 est inférieur à 1 plus p, donc 1,001. Par contre, on a que u5 est strictement plus grand que 1,001, parce que u5 c'est 1,003 environ, enfin 2,7. Voilà, je te laisse regarder les réponses et n'hésite pas si jamais tu as des questions.
Force à toi, et si tu n'as pas encore passé le bac, profites-en pour bien te préparer. Bisous! On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont déjà passé le bac de maths 2025. On attaque la correction de l'exercice 3 du sujet 1 tombé en Amérique du Nord. Je laisse lire bien l'énoncé et on attaque avec l'affirmation 1. La droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. L'affirmation 1 est vraie car déjà on va montrer que les droites ne sont pas parallèles et ensuite qu'elles ne sont pas séquentes. Un vecteur directeur de l'axe des ordonnées, donc l'axe OY, est donné par 0, 1, 0. Et un vecteur directeur de D est donné par -2, 0, -6, car D a cette équation paramétrique et il suffit de prendre les facteurs de T. Ces deux vecteurs ne sont évidemment pas colinéaires, parce que je n'ai pas proportionnalité entre les deux, et donc les deux droites ne sont pas parallèles. D'autre part, elles ne peuvent pas avoir de point en commun, puisque la droite D ne contient aucun point de l'axe OY, parce que si c'était le cas, il faudrait que la coordonnée en X et en Z soient toutes les deux égales à 0, ce qui implique que T soit égal à 3/2 et T égale à 1/3, ce qui est évidemment impossible, puisque les deux sont différents. Les droites ne sont ni parallèles ni séquentes, elles sont donc bien non coplanaires, check. Affirmation 2, le plan passant par A est orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. L'affirmation est vraie, pourquoi? Eh bien déjà, on a que V est un vecteur directeur de la droite D, donc tout vecteur proportionnel à V, en particulier -1/2 de V que j'appelle B', est aussi directeur de D. Mais comme le plan est orthogonal à la droite D, tout vecteur directeur de la droite est normal au plan. Et donc son équation cartésienne est de cette forme-là. 1 fois x plus 0 fois y plus 3 fois z plus c est égal à 0. On a bien que le plan qu'il nous donne est orthogonal à la droite D. En plus, on a que A vérifie l'équation du plan, donc A appartient à ce plan. L'affirmation 2 est donc vraie, check. Affirmation 3, une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Faux. On va calculer le cosinus de BAC à l'aide de la formule du produit scalaire. Donc je déduis les coordonnées de C, parce que je sais que C appartient à la droite et A pour abscisse 2. Donc s'il a pour abscisse 2, ça veut dire que 3 moins 2t est égal 2. Donc que t est égal à 1/2 et donc que z est égal à -1. J'ai donc bien ces coordonnées pour C, ces coordonnées pour le vecteur AC et ces coordonnées pour le vecteur AB. On a les coordonnées de A et B ici. Je balance tout ça dans ma formule, je calcule le produit scalaire et je calcule les normes ici au dénominateur, ce qui me donne ceci, ce qui me fait -3 sur 6, soit -1/2. Mais le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, pas -1/2. L'affirmation 3 est bien fausse, check. Et affirmation 4, la distance BH est égale à racine de 10 sur 2. C'est vrai, on va le montrer. Déjà, on a que 1, 0, 3 est normal à P, et donc il est colinéaire à BH, puisque BH est aussi normal au plan, vu que H est le projeté orthogonal de B sur le plan. La deuxième coordonnée est 0, déjà, on a que la deuxième coordonnée du vecteur BH est aussi 0, et donc YH est égal à -4. On veut proportionnalité, donc K fois ce vecteur doit être égal à ce vecteur, et donc j'obtiens ces égalités. K est égal XH moins 5 et 3K est égal ZH plus 1. Mais comme on est dans le plan, on vérifie cette égalité-là. Donc j'obtiens ZH et XH égaux à ceci. Après vérification et calcul, j'ai bien que BH est égal à racine de 10 sur 2. On se fait soulever par le baccalauréat de mathématiques 2025 ensemble, le sujet tombé en Amérique du Nord, jour 1. Et pour cette fois, ça va étudier des fonctions avec l'exercice 4. On commence la partie A, je te laisse bien lire l'énoncé. Et donc moi je fais la question 1 en justifiant associer à chacune des fonctions g et g' sa représentation graphique. Pour faire ce genre de question, il faut observer le signe de l'une des deux courbes et voir si ça correspond aux variations de l'autre. Le signe, ça va tout simplement être quand est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses, et les valeurs d'annulation, c'est là où on croise l'axe des abscisses. Et donc par exemple pour cette courbe, vous avez un changement de signe, positif puis négatif, et donc là, une annulation, et si vous regardez l'autre courbe, vous n'avez pas de changement de variation correspondant. Par contre ici, vous êtes négatif puis positif, et donc vous avez une annulation ici. Mais si on regarde l'autre courbe, on était décroissant, et à cet endroit précisément, on devient croissant. Vous pouvez vérifier que ça colle aussi ici, avec le signe là, et on peut donc en conclure que la fonction en pointillé est la dérivée de la fonction qui est tracée en trait continu. C'est-à-dire que C1 correspond à G et C2 correspond à G', ce que j'ai synthétisé dans ce tableau. De moins l'infini à -2, on a que la fonction qui correspond à la courbe C2 est négative, cette zone-là, positive puis négative avec changement en 1, ce qui se passe exactement ici, avec positif puis négatif, et telle variation pour C1. Check pour ça. Question 2, justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0 est y est égal 2x plus 1. D'après le cours, l'équation de la tangente s'écrit de cette forme. Y égale, n'oubliez pas le y, ça fait partie de l'équation, g' de 0 facteur de x moins 0 plus g de 0, puisqu'on prend la tangente au point d'abscisse 0.
C'est 0 qui joue le rôle de petit a dans la formule théorique que vous avez vue, f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Sauf qu'ici on a g, et ici petit a vaut 0. Sauf qu'on a g' et g qui sont tracés graphiquement, et donc on n'a plus qu'à lire sur le graphique les valeurs ici. Et donc, comme pour rappel, g' correspond à C2, eh bien je lis g' de 0 ici, et je vois 2. Et comme g correspond à C1, je lis g de 0 ici, et j'obtiens bien 1. Ainsi, en remplaçant dans l'équation, j'obtiens bien ceci. Check pour ça, n'hésite pas à poser tes questions, et on se donne rendez-vous pour la suite. Bisous. C'est la Hesse. Je suis sûr que t'es pas au point sur les équations différentielles. T'inquiète pas, tonton Algebri vient à ta rescousse avec la correction du sujet 1 tombé en Amérique du Nord en 2025 du bac de maths. Exercice 4, partie B. Je te laisse regarder l'énoncé et je lis la première question. Montrer que la fonction f0 définie pour tout nombre réel x par f0 de x est égale à x carré plus 3x exponentielle de moins x est une solution particulière de l'équation différentielle E. Tout d'abord, on ne précise pas que f0 est dérivable, donc il faut le justifier. Elle est dérivable sur R parce qu'elle est produit composition de polynômes et exponentiels. Et donc, soit x dans R, f0' de x est égal, je dérive le terme ici, fois ça, plus ça, fois la dérivée de ça, formule du produit, vous ne faites pas avoir. Et donc j'ai ceci, je fais rentrer le moins dans la parenthèse et je factorise par exponentielle moins x ici. Et donc je me retrouve avec un moins x carré moins 3x plus 2x plus 3, ce qui me fait bien moins x carré moins x plus 3, facteur de exponentielle x. Check. Question 2, résoudre l'équation différentielle E0, y plus y' égale 0. Simple application de cours, on a une équation différentielle du style y' est égal à fois y, et l'ensemble des solutions, c'est les fonctions qui à x associent c exponentielle de moins x, puisque a ici vaut moins 1, c appartenant à R, on n'oublie pas ça. Check. Question 3, déterminer les solutions de l'équation différentielle E. Encore une fois, c'est une application de cours, l'ensemble des solutions d'après le principe de superposition. C'est les x associent les solutions homogènes plus la solution particulière que j'ai trouvée à la question 1. Et pareil, on n'oublie pas le c dans R. Check. Question 4, on admet que la fonction g décrite dans la partie A est une solution de l'équation différentielle E. Déterminez alors l'expression de la fonction g. Eh bien, vu que c'est une solution d'après la question 3, elle est de cette forme-là. Donc j'ai réécrit ça ici. Or, d'après la partie A, pour rappel, g correspondait à la courbe C1 et vaut 1 en 0. Donc j'ai g de 0 qui vaut 1. Je remplace ici x par 0, donc tout ça me fait 0 fois ceci, on s'en fiche, ça fait 0. Le 0 dans l'exponentielle fait un 1, j'ai donc c est égal à 1, et donc ça me donne bien ceci. Donc ma fonction g est donnée par cette expression, j'ai remplacé c par 1, et je factorise par exponentielle moins x, j'ai bien ceci. Check. Question 5, déterminer les solutions de l'équation différentielle E, dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Déjà on précise que f est 2 fois dérivable en tant que produit composé d'exponentiels et polynômes. Et donc j'ai cette expression pour f et je la dérive, et donc j'obtiens ceci, et je dérive encore une fois et j'obtiens ceci. Je te laisse faire attention au calcul et à l'application de la formule de dérivation d'un produit. Et on admet 2 points d'inflexion si et seulement si la dérivée seconde s'annule 2 fois avec changement de signe, mais vu qu'on a une exponentielle qui est strictement positive, le signe dépend de ce facteur qui est un polynôme de degré 2, et ça s'annule 2 fois avec changement de signe si et seulement si delta est strictement positif. Donc on a 2 points d'inflexion si et seulement si ça. Or delta vaut ceci, et en isolant c, j'obtiens que c est inférieur à 17 quarts. Donc toutes les solutions de cette forme-là, avec c vérifiant ça. Check. N'hésite pas si tu as des questions. Bisous. Et toi, si tu avais passé le bac sur cet exercice, est-ce que tu te serais fait doser? On corrige ensemble le sujet 1 d'Amérique du Nord du baccalauréat de maths, exercice 4, partie C. Je te laisse bien lire l'énoncé, et moi je lis la question 1, démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à 0. Eh bien, d'après le cours, c'est une application directe du théorème des croissances comparées de l'addition des limites. On distribue le exponentiel moins x, et j'ai x carré exponentiel moins x, croissance comparée 7 envers 0, 3x exponentiel moins x exponentiel moins x, croissance comparée tend vers 0, produit par 3, ça tend vers 0, exponentiel moins x tend vers 0, donc j'ai une somme de 0 par addition de limites, la limite de tout ça en plus l'infini est bien 0. Check. On admet que la fonction est dérivable sur R, on note f' sa dérivée, petit a, vérifier que la dérivée vaut ceci. Donc on ne se fait pas avoir, formule de dérivation d'un produit, dérivée de ça fois ça, plus ça fois dérivée de ça. Ce qui me donne pour x dans R, ceci fois exponentielle moins x, plus ceci fois moins exponentielle moins x. Je distribue le moins et je factorise par exponentielle moins x, et je me retrouve avec moins x carré moins x plus 1 exponentielle moins x, puisque ici j'avais moins x carré moins 3x moins 2, et donc je rajoute 2x, 2x moins 3x moins x, et donc j'ai 3 moins 2, ce qui me fait 1. J'ai donc bien ceci. Check. 2b, déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur R, puis en déduire les variations de la fonction f sur R.
Le signe va être donné par le polynôme de degré 2 suivant, parce que exponentielle de moins x est strictement positif pour tout x dans R. Et donc je calcule le discriminant, je trouve ceci comme racine, je te laisse vérifier les calculs. Celle-ci est la plus petite, celle-ci est la plus grande. Et j'obtiens le tableau suivant, puisque pour rappel, le signe d'un polynôme de degré 2, c'est le signe du coefficient dominant ici, moins 1, donc négatif, à l'extérieur des racines, donc dans cette zone et dans cette zone, donc moins, moins, et on a plus ici. Et j'en déduis donc les variations de f, qui sont ceci, décroissantes, croissantes entre x1 et x2, et décroissantes de x2 à plus infini. Ouais, j'ai eu la grosse flemme de calculer les images de x1 et x2. Et je complète bien mon tableau en mettant les limites. Donc en plus l'infini, la limite est 0, et la limite en moins l'infini est plus l'infini. Si on ne vous dit pas de ne pas mettre les limites, partez du principe qu'il faut les mettre dans le tableau. Question 3, expliquez pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien déjà, on note que 0 est compris entre x1 et x2, puisque x1 est négative. x1, somme de négatif divisé par 2, c'est strictement négatif. Et racine de 5 est plus grand que 1, puisque 1 au carré vaut 1 et racine de 5 au carré vaut 5. Et 5 est plus grand que 1 par stricte croissance de la racine. Racine de 5 est plus grand que ça. Donc ça, c'est strictement positif. Et f de 0 vaut 2. Le 0 est là et on est croissant. Ça veut dire que toutes les images entre 0 et x2 sont plus grandes que 2. C'est ce qu'on a ici par stricte croissance de f. Et de même, par stricte décroissance de f sur x2 plus l'infini, on a que toutes les images sont en dessous de f de x2, mais au-dessus de 0. Donc f de x est supérieur ou égal à 0. On pourrait même mettre strict, puisqu'une fonction strictement décroissante est nécessairement au-dessus de sa limite en plus l'infini. D'où que f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0 plus l'infini. Check. Une autre possibilité, c'était d'étudier le signe de cette expression, car f de x est donné par ceci, et comme l'exponentielle de moins x est strictement positif quel que soit x dans R, le signe de f dépend du signe de ce polynôme. Et vous trouvez que les racines sont moins 1 et moins 2, et donc on est du signe du coefficient dominant ici 1, donc positif, après moins 1, en particulier sur 0 plus l'infini. Question 4, on note CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. On admet que la fonction grand f définie pour tout nombre réel x par grand f de x égale ceci est une primitive de la fonction petit f. Soit alpha un nombre réel positif, déterminez l'aire A de alpha exprimée en unitaire du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droits d'équation x égale 0, x égale alpha. Étant donné que f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intégrale sur tout segment inclus là-dedans correspond bien à l'aire qui est sous la courbe et délimitée par les droites verticales définies par ce segment. En particulier ici sur l'intervalle 0 alpha, puisque alpha est positif, f est positif d'après la question 3, et donc cette quantité-là, c'est tout simplement cette intégrale-là. Et donc l'énoncé est super gentil, il nous donne une primitive, qu'on pourrait d'ailleurs trouver par double intégration par partie. Et en utilisant le théorème fondamental du calcul intégral ou de l'analyse, on met cette primitive qu'on évalue entre 0 et alpha, ce qui nous fait ceci en remplaçant les images. Attention, on ne se trompe pas, on a moins cette expression-là en 0. Et donc le résultat final est ceci en unité d'air. Check. Vue d'ensemble de la partie C, voilà, n'hésite pas si jamais tu as des questions ou si tu veux que je corrige un autre exercice type bac. Bisous.